Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 15 juin. Les États-Unis et l'Iran parviennent enfin à s'entendre pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, une annonce résonnant comme une véritable onde de choc à travers le monde. L'Algérie salue l'accord cadre conclu entre les États-Unis et l'Iran, exprimant sa haute considération des efforts de médiation internationale, notamment celle du Pakistan et du Qatar. Au Liban, l'agression de l'entité sioniste se poursuit malgré l'accord annoncé entre Washington et Téhéran, chose qui n'a pas empêché de nombreux Libanais à retourner chez eux malgré les avertissements. Et puis le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçoit l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, actuellement en visite en Algérie dans le cadre d'une tournée dans la région. Bonsoir à tous. Après des semaines de guerre, de tensions et de tractations diplomatiques, les États-Unis et l'Iran se sont enfin entendus ce lundi pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts. Les deux pays qui doivent signer le document vendredi à Genève vont désormais négocier dans un délai de 60 jours pour parvenir à un accord définitif. Et je vous le disais en titre, l'Algérie a salué l'accord cadre conclu entre les États-Unis et l'Iran pour la cessation des opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. À cette occasion, l'Algérie a exprimé sa haute considération des efforts de médiation internationale, notamment celle du Pakistan et du Qatar, et a souligné l'importance du respect par l'ensemble des parties de ce qui a été convenu. Elle a fait également part de son souhait de voir cet accord constituer une base pour renforcer la confiance mutuelle entre les parties concernées et favoriser l'instauration d'un climat propice pour trouver des solutions définitives à l'ensemble des questions en suspens, de manière à garantir une sécurité durable et pérenne dans la région. L'annonce de l'accord entre l'Iran et les États-Unis a provoqué une véritable onde de choc très attendue. La nouvelle a été vivement saluée, tant son impact a été ressenti partout à travers le monde. Maria Chouillard. Après des mois d'un conflit enclenché en février dernier, les États-Unis et l'Iran ont enfin trouvé un accord majeur qui prévoit un cessez-le-feu immédiat et surtout la réouverture stratégique du détroit d'Ormuz. La signature officielle est attendue ce vendredi 19 juin en Suisse. Bien sûr, il y a l'accord qui vient d'être annoncé par les États-Unis et l'Iran et qui est accueilli très favorablement par tout le monde. Nous croisons les doigts pour que cela soit aussi signé vendredi, parce que tout le monde a besoin que le détroit d'Ormuz soit ouvert et en réalité que cette guerre s'arrête. C'est donc vraiment bienvenu et nous espérons que cela durera. À l'échelle internationale, les dirigeants politiques accueillent la nouvelle avec enthousiasme. La diplomatie chinoise salue une avancée majeure et tient à souligner les efforts de médiation menés par le Pakistan. La Chine salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran sur le contenu du protocole d'accord de première phase et apprécie les efforts de médiation déployés par le Pakistan. Elle espère que les États-Unis et l'Iran signeront ce protocole d'accord comme prévu et que toutes les parties concernées privilégieront la voie pacifique et régleront le différend par le dialogue et la négociation. La Chine est disposée à collaborer avec la communauté internationale et à continuer de jouer un rôle actif pour rétablir rapidement la paix et la tranquillité au Moyen-Orient. Sur le terrain, les défis restent immenses. Pour l'ONU, la paix ne pourra s'installer durablement sans un arrêt total des hostilités dans toute la région. Ce conflit a eu des conséquences dévastatrices sur les droits humains dans toute la région et dans le monde entier. Ces derniers mois ont démontré que les profonds différends qui traversent la région ne peuvent être résolus par la force militaire. J'appelle à la cessation immédiate des hostilités, au retrait d'Israël du territoire libanais et à des enquêtes sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises par toutes les parties.
Une position partagée par l'ensemble du monde arabe, de Beyrouth à Riyad, en passant par le Koweït, Amman et le Caire. Les capitales saluent ce mémorandum. Le président libanais Joseph Aouni voit une reconnaissance vitale de la sécurité de son pays, tandis que la Ligue arabe espère la fin des agressions sur les territoires arabes. Tous les regards sont désormais tournés vers la Suisse, où la signature officielle de vendredi dira si les deux parties s'engagent enfin sur la voie d'une paix durable. Et pour évoquer ce dossier est en direct avec nous Karim Belgassem, expert en géopolitique et en économie. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors l'accord cadre conclu entre les États-Unis et l'Iran doit être entériné encore vendredi à Genève, mais on en connaît les principaux contours. La guerre prend fin avec effet immédiat. Peut-on dire que c'est un bon début, Karim Belgassem ? Oui, bien entendu, c'est un bon début, mais cela fait plusieurs fois qu'il y a une alternance de chaud et froid de la part de Donald Trump, même si on peut quand même affirmer que Donald Trump veut se retirer le plus rapidement possible de ce bourbier iranien, puisque c'est un bourbier dans lequel il s'est laissé entraîner, j'ai envie de te dire, du fait de l'insistance de Benjamin Netanyahou. Il sait qu'il y a les midterms, les élections américaines qui approchent à la rentrée prochaine. Il sait que la situation économique pour le contribuable américain est très très compliquée avec l'explosion du prix de l'essence. Donc à un moment, comme on dit, la plaisanterie a assez duré et Donald Trump a tous les moyens souhaiter un accord avec l'Iran le plus rapidement possible. Très bien. La guerre au Moyen-Orient aura été une guerre coûteuse, avec notamment la fermeture du détroit stratégique d'Ormuz. Sa réouverture est quasiment effective, mais certaines incertitudes demeurent. Ce passage est-il aujourd'hui sûr? Les armateurs devront-ils toujours payer pour traverser? Alors, bien évidemment, ils devront toujours payer pour traverser jusqu'à nouvel ordre. Et d'ailleurs, je me permettrai d'ajouter que d'ici vendredi, il peut se passer pas mal de choses et pas mal de retournements. Et ce qu'on peut craindre, c'est également une intervention israélienne quelconque qui pourrait faire capoter justement cet accord de paix qui ne verrait pas de signature, puisqu'il n'est pas dans l'intérêt d'Israël et de Benjamin Netanyahou qu'il y ait cet accord de paix. Benjamin Netanyahou apparaît comme le grand perdant, comme Donald Trump d'ailleurs. Donc il va essayer par tous les moyens de saper cet accord de paix. Et les Iraniens, qui sont des négociateurs affûtés, sortent grands gagnants et ne vont pas, dans un premier temps, faire en sorte que le détroit d'Ormuz apparaisse comme un îlot où n'importe quel navire pourra passer en toute sécurité et sans aucune contribution financière. Très bien, rapidement, Karim Belgassem, les deux parties vont désormais négocier dans un délai de 60 jours pour parvenir à un accord définitif, notamment au sujet du nucléaire. 60 jours suffiront-ils, selon vous, à enterrer ce dossier qui traîne depuis plus de 20 ans ? Encore une fois, il faut être très prudent, surtout sur le sujet du nucléaire. Il faut savoir que cet accord, qui risque d'être signé et qui, on l'espère, sera signé, sera plus favorable à l'Iran dans le cadre du nucléaire, puisque l'accord de 2015, l'Iran avait accepté des inspections extrêmement poussées, des limitations nucléaires, un contrôle international très strict. Et là, les concessions iraniennes seraient beaucoup plus limitées. L'Iran accepterait essentiellement de ne pas développer l'arme nucléaire et de poursuivre certaines inspections, mais l'enrichissement continuerait, les stocks resteraient sur le territoire iranien et le programme civil nucléaire survivrait. Donc, on connaît le voisin israélien n'acceptera jamais cette concession et va toujours agiter le siphon rouge d'un Iran qui est menaçant par rapport à son nucléaire. Donc, il y a des garanties qui sont données par Donald Trump, mais Israël n'acceptera jamais ce type d'accord. Karim Belgassem, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et en économie. Et dans les rues de la capitale iranienne, l'accord entre l'Iran et les États-Unis a été accueilli à la fois dans la joie et dans la méfiance. Se réjouissant de l'arrêt des hostilités, les habitants de Téhéran considèrent que la méfiance est désormais de mise à l'égard de Washington. Si les droits et les intérêts de l'Iran sont préservés,
Les défendre par le biais d'un accord serait de loin préférable. Le pays reprendrait son élan, les exportations et les importations s'amélioreraient et l'économie en bénéficiait. Après 47 ans, le pays commencerait enfin à prospérer. Les Américains ne sont liés par rien et leur bilan international est déplorable. Israël n'agit pas toujours de manière exemplaire et les États-Unis ne se comportent pas de façon digne de confiance, mais la prudence est de mise. Le pays doit être gouverné avec prudence. Les négociations sont assurément dans notre intérêt. Si l'objectif est que nos droits ne soient pas bafoués, il est préférable de les défendre par le dialogue. Cela impliquerait que les Américains nous reconnaissent officiellement et protègent nos droits en matière nucléaire, de missiles ainsi que nos richesses, notre pétrole, notre gaz, nos produits pétrochimiques et le détroit d'Ormuz qui bénéficiera ensuite de la paix et de la stabilité. Les États-Unis ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes de confiance, ce qui signifie que nous ne devrons pas raisonnablement attendre d'autres pays qu'ils défendent nos intérêts nationaux à notre place. Toutefois, une opportunité pourrait encore se présenter si la situation perdure, s'ils souhaitent lever complètement le blocus et restituer les biens bloqués. L'ouverture principale aura lieu lorsque notre pays pourra participer librement au commerce international et aux échanges économiques et pourra pleinement bénéficier de la confiance et des garanties qui existent en matière d'importation et d'exportation de marchandises. Le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné ce lundi que les États-Unis devaient garantir que l'entité sioniste s'engage à mettre fin à l'agression au Liban dans le cadre de l'accord visant à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient. Ces dernières 24 heures ont été marquées par des développements majeurs. La finalisation d'un mémorandum d'entente entre l'Iran et les États-Unis visant à mettre fin à la guerre imposée à l'Iran par les États-Unis et le régime sioniste sur tous les fronts, y compris au Liban, constitue un développement extrêmement significatif. Il est le fruit de la fermeté et de la résistance légendaire du peuple iranien face à l'agression et aux crimes commis par deux acteurs voyous disposant de tous les moyens matériels. Le Liban et la fin de la guerre au Liban sont indissociables de l'accord visant à mettre fin à la guerre. Cela implique la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban. Je pense que cette phase est parfaitement claire quant au point que tout accord sur ce sujet doit aborder. Il est prévu avant la réunion de Genève qu'une visite ait lieu dans certains pays de la région. Le déblocage des avoirs iraniens gelés ou soumis à des restrictions, ainsi que la question de l'indemnisation des dommages subis constituent deux enjeux économiques majeurs. Les États-Unis sont déterminés à agir dans les deux cas. L'accès aux fonds iraniens gelés est considéré comme un droit de l'Iran et non comme une obligation financière des États-Unis. Cette question est cruciale et les mesures nécessaires ont été prises à cet égard. Du côté américain, le président Donald Trump avait affirmé que le détroit d'Ormuz rouvrirait dès la signature vendredi prochain de l'accord finalisé entre les États-Unis et l'Iran, ajoutant que le pétrole coulerait à nouveau des deux côtés pour le bien-être, pour le bien de la région et du monde entier. Affirmant assister à la signature de l'accord avec l'Iran vendredi à Genève, le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que si les termes de l'accord étaient respectés, cela transformerait fondamentalement le Moyen-Orient pour les 50 prochaines années en mettant fin au conflit. Je pense que c'est un moment historique pour les États-Unis d'Amérique, grâce bien sûr au leadership du président Trump et au travail acharné de toute l'équipe. Il y a 3 points importants que les Américains doivent retenir concernant les avantages de cet accord. Premièrement, l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz et bien sûr la levée du blocus naval imposé à l'Iran. Deuxièmement, cela signifie que l'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire et ne cherchera pas seulement à s'en procurer une
une s'est inscrit dans cet accord. Troisièmement, et cela ne sera clair que si l'Iran tient ses promesses. Nous avons donc une approche qui permet de vérifier et qui offre de réels avantages tant que l'Iran respecte ses engagements. Si les Iraniens respectent cet accord, cela transformera fondamentalement le Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. Et au Liban, une frappe de l'entité sioniste a visé ce lundi une voiture dans le sud, faisant au moins un martyr, malgré l'accord annoncé entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre régionale, y compris au Liban. Un événement qui n'a pas empêché de nombreux Libanais à retourner chez eux, malgré les avertissements. Souhila Kilal. Voiture chargée d'affaires, avec le plein de carburant, s'est déplacée du sud du Liban, n'ont qu'une hâte, rentrer chez eux. À la seconde où l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui concernerait également le Liban, a été annoncé, les bagages étaient pliés, malgré la mise en garde des autorités contre un retour précipité, car l'entité sioniste refuse de retirer ses troupes du sud du Liban. Nous faisons nos valises et nous rentrons chez nous. Dieu merci, le cessez-le-feu a eu lieu grâce à Dieu et grâce aux combattants. Je fais le plein, puis nous en remettons à Dieu et rentrons chez nous. Si les routes vers le sud ont vite été prises d'assaut, les premiers sont déjà arrivés sur place, comme ici à Nabateye. Mais plus rien n'est comme avant. La destruction est désormais partout. Qu'à cela ne tienne, les déplacés sont déterminés à tout reconstruire. Alors que le protocole d'accord qui devrait être officiellement signé vendredi 19 juin en Suisse fait la une de tous les journaux, les Beyrouthins étaient eux ce lundi d'avis mitigés. Entre joie timide, scepticisme et prudence, chacun y est allé de son analyse. Cela fait des mois qu'il est censé y avoir un cessez-le-feu. Et pourtant, au Liban, c'est toujours la destruction. Je n'y crois pas. Ce qui a permis le cessez-le-feu, c'est sans aucun doute le soutien iranien. Sans cela, rien n'aurait été possible. Le plus important est qu'il soit appliqué. Tous les habitants du Sud aspirent désormais à retourner chez eux, même si tout est détruit. Mais cela doit se faire avec prudence. Bien qu'il s'agisse encore d'un accord cadre, il représente la plus grande avancée vers la résolution de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait des milliers de morts et de déplacés, bouleversant au passage les marchés mondiaux de l'énergie depuis les premières frappes conjointes américano-sionistes contre l'Iran le 28 mars 2026. L'entité sioniste qui poursuit également son agression génocidaire contre la bande de Gaza. 2 Palestiniens, un infirmier et son enfant, sont tombés en martyrs ce lundi dans une frappe menée par un drone contre une habitation du quartier de Sheikh Radwan au nord de Gazaville. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 003 martyrs et 173 252 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Je vous en parlais en titre, le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, actuellement en visite en Algérie dans le cadre d'une tournée dans la région. Cette rencontre a permis de passer en revue les efforts visant à relancer le processus de négociation sur la question du Sahara occidental afin de trouver une solution politique mutuellement acceptable par les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, conformément à la Charte des Nations Unies et garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le ministre d'État, ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a annoncé ce lundi la signature d'accords majeurs visant à renforcer la sécurité hydrique de l'Algérie en alliant la surveillance écologique des projets de dessalement d'eau de mer et l'innovation technologique. إن الاتفاقيات التي نوقعها اليوم
Les accords que nous signons aujourd'hui revêtent une importance particulière car ils inaugurent une nouvelle phase de coopération fondée sur le savoir, l'innovation et la recherche scientifique. L'accord avec l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable contribuera à renforcer le dispositif de surveillance environnementale et à soutenir les projets de dessalement selon les normes les plus exigeantes en matière de durabilité environnementale. Quant à l'accord avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, il offrira de sa part un cadre efficace pour encourager la recherche scientifique appliquée et développer des solutions technologiques innovantes liées au dessalement de l'eau, aux économies d'énergie et à l'optimisation des ressources. Les chemins de l'encre en Algérie, civilisation et patrimoine, c'est le thème d'un colloque international sur le patrimoine manuscrit en Algérie qui s'est ouvert ce lundi à Alger. Fella El Aili y était. Au Centre international de conférence à Abdeltefrah El-CIC à Alger, un colloque international consacré au patrimoine manuscrit s'est ouvert ce lundi 15 juin en présence d'experts et chercheurs algériens et étrangers. Placée sous le thème « Les chemins de l'encre en Algérie », cette rencontre met en avant les enjeux liés à la préservation, la restauration et la numérisation des manuscrits. L'Algérie a inscrit 4 dossiers majeurs liés à des manuscrits rares sur la liste de la mémoire du monde de l'UNESCO. Elle participe également, aux côtés des autres pays arabes, au dossier de la calligraphie ainsi qu'à d'autres projets communs. De manière générale, nous suivons ces efforts avec beaucoup d'intérêt et nous saluons le travail du ministère de la Culture et des Arts en Algérie pour l'organisation de ce colloque. Ce colloque est d'une importance majeure en ce qui concerne le patrimoine des manuscrits ainsi que les menaces et problèmes qui pèsent sur lui. Des menaces qui ont récemment émergé sur la surface en raison d'un manque de conscience de la valeur de ce patrimoine manuscrit essentiel. Nous avons assisté récemment à la restitution d'un manuscrit provenant d'un établissement en France qui a été destiné à la vente. Grâce aux efforts rapides du ministère de la Culture et des Arts, ce patrimoine manuscrit a pu être récupéré et rapatrié vers son pays d'origine, l'Algérie, évitant ainsi sa perte et sa vente, privant de la sorte les générations futures de ces trésors patrimoniaux et historiques. Parmi les sujets abordés, la restitution du patrimoine algérien conservé à l'étranger, avec notamment le retour récent d'un manuscrit rare consacré à l'astronomie depuis la France. Manuscrit d'importance parce qu'il traite d'astrologie et écrit par un savant algérien, Louane Cherissi, au début du XVIIe siècle, vers 1906-1910. Le manuscrit a été mis en vente dans un site pour le 11 juin. Et on est le 15 et il est en Algérie. Donc c'est un temps record. Et dire que l'Algérie fait beaucoup, on récupère et l'Algérie met les moyens pour protéger et récupérer son patrimoine. Entre mémoire retrouvée et technologie moderne, l'Algérie poursuit ainsi ses efforts pour préserver et transmettre aux générations futures une partie essentielle de sa profonde et riche histoire écrite. Allez, parlons sport à présent. La Tunisie a créé la surprise en limogeant son sélectionneur Sabri Lamouchi après seulement un match disputé en Coupe du Monde. Sa décision fait suite à la cuisante défaite 5-1 essuyée face à la Suède hier lors de leur premier match du groupe F. Sabri Lamouchi s'était d'ailleurs exprimé en conférence d'après-match. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.